Donc, nous allons voir la deuxième partie maintenant du sujet, et spécialement le traitement du STEMI. Donc, le but, c'est de sauver le myocarde et de diminuer ainsi la mortalité. Donc, nous avons dit que la mortalité spontanée était très élevée. Donc, c'est une artère bouchée, il faut la déboucher. Donc, les moyens, c'est soit les moyens physiques, par l'introduction du ballon et la mise d'instinct, la pose d'instinct, ou bien le procédé chimique par l'injection d'un fibrinolytique. Donc, le délai pour la réalisation de l'ECG doit être inférieur à 10 minutes, comme nous l'avons dit. Donc, c'est une véritable course contre la montre à tous les niveaux. Il faut un réseau qui soit bien huilé, bien établi. Dès que le diagnostic est fait, donc le patient est mis hospitalisé dans une unité de soins intensifs avec repos physique et psychique. Une voie veineuse est prise, bien sûr, un monitoring ECG permanent est recommandé, l'administration systématique d'oxygène est déconseillée, et ça, nous devons insister sur ça. On ne doit pas donner d'oxygène de façon systématique, parce qu'on a tendance à le faire, malheureusement. On le donne, sauf s'il y a une insuffisance cardiaque évidente par des rats crépitants et surtout une désaturation avec le saturomètre. On prend au doigt et on voit s'il est inférieur à 95%, voire 90%, ou la PaO2 inférieure à 60 mmHg, là, on donne de l'oxygène. Maintenant, il s'agit de décider rapidement si on doit faire une angioplastie ou une fibrinolyse. En fait, la meilleure technique, c'est celle qui est faite le plus rapidement, avec un léger avantage pour l'angioplastie primaire, puisqu'avec la fibrinolyse, ça marche grosso modo une fois sur deux. Donc une fois sur deux, l'artère ne s'ouvre pas et on doit aller de toute façon en angioplastie primaire. Donc, ce schéma qui est tiré des guidelines de l'European Society of Cardiology, que veut-il dire? Il est assez simple. Donc, rapidement, first medical contact, il faut faire un ECG qualifiant. Normalement, c'est en 10 minutes qu'on doit faire l'ECG. Puis, nous sommes dans deux situations. Soit nous sommes dans un centre avec PCI Center, c'est-à-dire un centre qui fait l'angioplastie. Dans ce cas, un centre qui ne fait pas d'angioplastie. Dans ce cas, si le délai, la question que vous allez vous poser, faut-il faire la fibrinolyse ou bien est-ce que j'envoie mon malade vers un centre d'angioplastie? Alors là, ça va dépendre du temps. Si vous allez mettre plus de 120 minutes pour que votre patient fasse l'angioplastie, là, il faut opter pour la fibrinolyse et la faire rapidement, en moins de 10 minutes. Maintenant, si vous êtes à côté d'un centre d'angioplastie qui n'est pas très loin, à 1 heure ou 120 minutes, là, vous devez envoyer votre malade avec une stratégie et qui va faire une angioplastie. Cette angioplastie, dans un centre PCI Center, c'est-à-dire un centre qui dispose d'une salle de cathé, doit être fait rapidement en 1 heure de temps et ne pas perdre de temps. Donc vous voyez que tous ces délais, c'est une course contre la montre. En fait, on veut gagner du temps. Donc en l'absence de critères de reperfusion, après 60 à 90 minutes, si vous avez fait votre fibrinolyse et le patient a toujours les symptômes, elle a toujours le sus-décalage, il a toujours la douleur thoracique typique, là, vous êtes dans l'angioplastie de sauvetage, rescue PCA, et là, vous envoyez votre malade à un centre qui dispose d'une salle de cathé. La stratégie de reperfusion, donc, vous voyez que de 0 à 12 heures, l'angioplastie et la fibrinolyse est recommandée si vous mettez plus de 120 minutes, c'est-à-dire la méthode la plus intéressante, c'est celle qui est faite la plus rapidement. Après 12 heures, en fait, si vous voyez ici, après 12 heures, si le patient reste symptomatique, alors là,
il ne faut plus faire la fibrinolyse. La fibrinolyse n'est plus indiquée. Et là, c'est uniquement l'angioplastie qui peut revasculariser et qui peut ouvrir l'artère. L'angioplastie nécessite une structure lourde, nécessite une salle de cathé. Donc, on introduit, donc, comme vous voyez ici, un ballon qu'on gonfle et on lâche le stent. Et ça donne des résultats beaucoup plus intéressants que la thrombolyse, à condition qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Pour la dilatation, toujours, il faut privilégier la voie radiale, l'artère radiale, parce qu'avant on faisait le cathé fémoral et ça provoquait beaucoup d'hémorragie au niveau du scarpa. Aujourd'hui, on utilise exclusivement des stents actifs. Les stents nus sont abandonnés définitivement à la phase aiguë. Et parfois, on est obligé de faire des pontages quand il existe des lésions très complexes, inaccessibles à l'angioplastie. Les recommandations insistent pour revasculariser la lésion coupable, IRA, Infected Related Artery, l'artère coupable. Si vous avez, par exemple, vous faites un cathé en urgence, vous trouvez plusieurs lésions, plusieurs artères, et bien, il faut commencer par l'artère coupable et laisser les lésions résiduelles avant la sortie du malade. Qu'est-ce qu'il faut donner quels sont les médicaments à donner de façon concomitante avec l'angioplastie? Donc, il y a un petit changement avec les nouvelles recommandations. Avant, c'était le clopidogrel qu'on donnait, donc le Plavix. Maintenant, ça a changé, il est passé un petit peu en classe 2. Et c'est surtout ce qu'on associe avec l'aspirine, c'est le prasugrel ou le ticagrelor, le Brilique. Il ne faut pas oublier aussi de donner un IPP, c'est-à-dire genre l'enzoprazole, donc un inhibiteur de la pompe à protons, pour éviter un petit peu les complications hémorragiques. Donc, bithérapie, associant aspirine, inhibiteur des anti-P2Y12, prasugrel ou ticagrelor. Ça, c'est bien sûr en théorie, ce sont les données actualisées de la science, car chez nous, on ne dispose pas du prasugrel et du ticagrelor, malheureusement jusqu'à présent, et nous sommes toujours au clopidogrel qui donne aussi, qui est efficace avec une bonne sécurité d'emploi. Associé, il faut stopper la fibrinogénèse en donnant de l'héparine, et l'enoxaparine, c'est celle, l'Ovirox, c'est celle qu'on préfère en général en musique. Donc, à côté de l'angioplastie, il y a la fibrinolyse, donc, qui utilise un médicament. Donc, à chaque fois que vous avez une douleur précordiale prolongée depuis plus de 30 minutes et moins de 12 heures, c'est important, parce que quand ça dépasse 12 heures, c'est fini, comme nous l'avons vu, et résistante aux dérivés nitrés, associée à des modifications ECG typiques, à type de sus-décalage de ST supérieur ou égal à 2 mm en V2, V3, ou un sus-décalage de ST supérieur ou égal à 1 mm dans au moins 2 dérivations contiguës, en dehors de V2, V3, ou un bloc de blanche gauche récent, d'apparition récent. Donc un bloc de branche d'apparition récent aussi a la même signification. Donc dans tous ces cas, quand vous avez cette douleur typique, et surtout si vous n'avez pas une salle de cathé qui est proche, vous êtes dans un endroit reculé, dans une ville qui ne dispose pas de salle d'angioplastie, là, il faut rapidement effectuer la thrombolyse, bien sûr en respectant les contre-indications, ce qui est très important. Il faut bien connaître les contre-indications, car le gros risque, c'est d'avoir des complications hémorragiques dramatiques. Donc les contre-indications absolues, ce sont les AVC hémorragiques ou d'origine inconnue, quel que soit le délai. Donc il faut un interrogatoire minutieux, donc policier, à la recherche de ces contre-indications. Un AVC ischémique dans les 6 mois précédents, un cancer actif avec des malformations artério-veineuses, traumatisme majeur ou chirurgie récente, saignement gastro-intestinal dans le mois qui suit, dans le mois précédent, maladie et hémorragie pas connue, dissection aortique, ponction de site non compressible. Ça, ce sont
les contre-indications absolues. À côté de ces contre-indications absolues, il y a des contre-indications relatives. L'AIT dans les 6 mois, le traitement anticoagulant oral au long cours, ce sont les patients qui prennent, par exemple chez nous, le Syntron. Nous avons eu pas mal de patients qui ont des prothèses valvulaires et qui prennent des anticoagulants, des antivitamines K, et qui font des infarctus du myocarde. Et alors là, il faut faire très attention pour la thrombolyse. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il faut peser la part des choses. Si c'est un petit infarctus, il vaut mieux ne pas thromboliser. Dans le cas contraire, il faut thromboliser. Mais si on peut à chaque fois privilégier l'angioplastie, c'est toujours mieux. Grossesse aussi, c'est une contre-indication relative, surtout ou un accouchement de moins d'une semaine, une hypertension artérielle réfractaire, maladie hépatique, l'endocardite, l'ulcère et les manœuvres de resuscitation traumatique ou proche. Donc un massage cardiaque assez énergique, mais il faut faire attention s'il n'y a pas de fracture de côte. Donc il existe plusieurs médicaments. Le plus utilisé c'est la métallyse, le tenecteplase, car il est facile d'utilisation, une seule dose, mais c'est le plus cher. Et il existe, les autres sont aussi efficaces, mais nécessitent plus de temps, 60 minutes à peu près pour l'injection, que ce soit la streptokinase ou le RTPA ou l'alteplase. Donc il faut associer à cette thrombolyse de l'aspirine, clopidogrel bien sûr. Donc ces patients seront après sous double anti-agrégation plaquettaire. Il faut faire attention donc pour les anticoagulants, donc bien sûr il faut toujours le Lovenox avec l'insuffisance rénale où il faut diminuer la dose de l'énoxaparine comme vous le savez. Après avoir injecté un fibrinolytique, il faut rechercher les critères de reperfusion, c'est-à-dire de succès de la fibrinolyse. Ce sont les critères cliniques. Vous avez une baisse ou une sédation rapide de la douleur, diminution rapide du sus-décalage d'au moins 50%, avec apparition de SV ou de RIVA, rythme idioventriculaire accéléré, que vous voyez ici. Donc c'est une tachycardie ventriculaire avec un rythme qui est assez lent pour une tachycardie ventriculaire, 75, 80, 85 par minute. Aussi à la biologie, on a un pic précoce d'enzymes cardiaques. En cas de succès de lyse, donc en cas de succès d'angioplastie, une coronarographie est indiquée dans les 24 heures. En cas d'échec, une angioplastie de sauvetage doit être faite en urgence. C'est-à-dire si vous n'avez pas les signes de reperfusion, vous avez le malade qui a toujours mal, toujours le sus-décalage, il faut donc rapidement envoyer ce patient à un service qui dispose d'une salle de cathétérisme. Le reste du traitement, vous avez les dérivés nitrés qui sont donnés s'il y a douleur ou insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants PEROS, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les anti-aldostérone s'il existe une insuffisance cardiaque, et enfin les statines à débuter à forte dose en général avant la sortie de musique. La prise en charge des complications, très brièvement, parce qu'on ne peut pas s'étaler, ça nécessiterait beaucoup de temps. Grosso modo, pour les troubles du rythme ventriculaire, cela nécessite en général, s'il y a des TV ou des fibrillations ventriculaires, c'est l'indication d'un défibrillateur en prévention secondaire. En prévention primaire, c'est-à-dire de façon systématique, même s'il n'y a pas de TV, il est indiqué s'il y a ces conditions, c'est-à-dire un patient symptomatique, NIA 3 ou 4, une fraction d'éjection altérée, après 3 mois de traitement, au moins 6 semaines après un infarctus, et chez quelqu'un qui a au moins 1 an d'espérance de vie. Donc ça c'est pour le défibrillateur, la tachycardie ventriculaire. La bradycardie ventriculaire nécessite un entraînement électrosystolique. Cela dépend, nous avons vu l'ECG dans la première partie. En cas d'infarctus antérieur, en général, c'est le pacemaker et continue. Et en cas de
d'infarctus postérieur, vous avez, donc en cas d'infarctus postérieur, il faut donner de l'atropine. L'infarctus du VD, quant à lui, nécessite un remplissage ventriculaire et réfléchisse à un remplissage veineux. Puis nous avons aussi, il faut préciser qu'en cas de choc cardiogénique, le pronostic est très très mauvais. L'ordonnance de sortie qui vise à ralentir la progression de la maladie athéromateuse et le remodelage ventriculaire, il y aura bien sûr la bithérapie avec aspirine et un inhibiteur des P2Y12, donc comme nous l'avons vu, donc prasugrel ou ticagrelor, ou chez nous donc le Plavix, avec un IPP pendant 12 mois. Retenez bien ça, pendant 12 mois, puis aspirine seule. Bon, avec des modulations selon le risque hémorragique et le risque ischémique. Les statines seront données à forte dose, en général 80 mg d'atorvastatine, avec un LDL cible inférieur à 0,7, voire 0,5 g par litre, selon les dernières recommandations. Et ne pas oublier les règles hygiéno-diététiques pour éviter de prévention secondaire, pour éviter donc la progression de la maladie athéromateuse. Pour diminuer le remodelage, il faut un bêta-bloquant systématique si la fraction d'éjection inférieure à 40%. Et pour tout le monde, plus ou moins, ça dépend, ça reste très discuté. Est-ce qu'il faut donner un bêta-bloquant à tout le monde? Ça reste discuté. Mais en cas de FE basse, c'est-à-dire de dysfonction ventriculaire gauche, il faut absolument donner un bêta-bloquant. Les IEC sont systématiques dans 3 situations. Quand la FE est inférieure ou égale à 40%, en cas de diabète, un infarctus chez un diabétique doit être mis sous IEC, même si la fraction d'éjection est préservée, et en cas d'infarctus antérieur. Donc, sous ces 3 situations, plutôt chez tout le monde, on a mis, c'est une recommandation type 2. Recommandation de type 1 en vert, comme vous voyez, et recommandations de type 2 en jaune. Les anti-aldostérone également sont indiqués en cas de fraction d'éjection basse, d'insuffisance cardiaque ou de diabète. Donc vous voyez que l'ordonnance comporte pas mal de médicaments. Passons maintenant rapidement, nous allons survoler le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST, ou SCA ST1-. Donc, bien sûr, vous êtes devant une douleur thoracique, vous éliminez par un ECG 18 dérivations, 12 ou 18 dérivations, plutôt 18 dérivations, vous éliminez un ST+, et vous êtes devant les signes ECG, des modifications électriques suivantes. 4 situations en général peuvent se rencontrer. Soit il existe un sous-décalage du segment ST, en particulier dans les dérivations précordiales gauche, fréquemment observé pendant les douleurs, mais pouvant également persister entre les crises. On peut observer aussi une inversion des ondes T. On peut observer un sus-décalage transitoire. Enfin, et ce n'est pas exceptionnel, on peut avoir un ECG totalement normal, hein, un tracé normal, ce qui est fréquent entre les crises douloureuses. Donc, vous pouvez avoir toutes les situations avec le SCA-, c'est-à-dire le ST, sans ST, le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage de ST. Il faut stratifier le risque en évaluant le risque ischémique, c'est-à-dire le risque de morbimortalité et le risque de faire un STEMI. Il y a plusieurs scores qui sont basés sur, comme le score de Grace, que vous pouvez trouver sur les applications des smartphones, hein, où il y a l'âge, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la fonction rénale, les signes d'insuffisance cardiaque, etc. Et ça vous donne un chiffre, ça vous donne une valeur absolue qui vous permet d'agir, qui vous permet de prendre une stratégie, car la stratégie va être basée sur le risque. Plus le patient est au risque, plus il faut agir rapidement, c'est-à-dire faire envoyer le patient en salle de cathé.
Donc il y a les critères de très haut risque, ça c'est des malades qui doivent être donc dilatés, qui doivent bénéficier d'une angioplastie dans les 2 heures. Hein. Donc vous avez ici les critères de très haut risque. Soit c'est basé carrément sur les signes cliniques comme vous avez ici, l'instabilité hémodynamique, l'instabilité électrique, les complications mécaniques, l'insuffisance cardiaque aiguë, l'altération de segment ST dynamique, c'est-à-dire une ECG qui est instable, et un score de Grace qui serait supérieur à 140. Les critères de risque intermédiaire et les critères de bas risque. Donc, et à partir de là, vous allez, plus le patient est à haut risque, plus vous allez agir rapidement. Si le patient est à bas risque, vous pouvez adopter une attitude non invasive, c'est-à-dire conservatrice, donner un traitement médical et après évaluer le malade. Sinon, en cas de haut risque, de très haut risque, c'est dans les 2 heures. En cas de haut risque, vous devez agir en 24 heures, sinon en 62 heures, puis vous pouvez laisser que le traitement médical. Donc vous voyez que la prise en charge du SCAM est surtout basée sur l'évaluation et la stratification du risque qui va influencer votre décision. Donc par exemple ici, voilà, des ECG, bon, on n'a pas le temps d'aller dans les détails. Et le traitement, c'est à peu près la même chose. Donc vous avez une double agrégation plaquettaire, un anti-P2Y12, et l'aspirine, les nitrés, l'héparine. Et vous voyez ici qu'on utilise surtout dans le SCAM, c'est le clopidogrel, hein, le clopidogrel 600 mg par jour, puis 75 mg par jour. Il faut adopter, bien sûr, adapter les héparines de bas poids moléculaire selon l'âge et selon la clearance de l'insuffisance rénale, surtout chez les personnes âgées, insuffisantes rénales, il faut faire très attention. Pour terminer, un petit mot sur la prévention primaire, parce que c'est important. C'est très important la prévention primaire. Comme vous le savez, donc, il existe ce qu'on appelle le continuum cardiovasculaire. Le continuum cardiovasculaire, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, donc le continuum, ça commence donc en général, ces maladies, ces facteurs de risque sont classiques, que sont l'obésité, l'hypertension, le diabète, etc. Vous avez un facteur génétique, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a des familles d'hypertendus, des familles de diabétiques, des familles de coronariens, des familles d'infarctus. Vous avez le gène et sur lequel vient se greffer un mode de vie. Hein? Donc, عامل BI وعامل وراثي. Donc vous avez une composante génétique et une composante environnementale. Donc c'est l'alimentation, le mode de vie, la sédentarité, etc. Et c'est là où il faut agir, donc dès tout le début, par des modifications, lifestyle changes, modification du mode de vie. Si vous ne faites rien, hein, et ça commence dès l'enfance, comme nous allons voir, hein, si vous faites rien, vous passez au facteur de risque. Donc vous passez au facteur de risque, l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, etc. Et là, il faut prendre en charge les facteurs de risque. Hein. Nous sommes toujours dans la prévention. Ça, c'est la primaire. Là, on est dans la primaire. Si vous ne faites rien, eh ben, vous serez dans ce qu'on appelle l'athérosclérose infraclinique. Hein. Left ventricular hypertrophy, intima medial thickness, lacunar infarct, microalbuminuria. Donc si vous faites rien, donc vous allez avoir ce qu'on appelle l'athérosclérose infraclinique silencieuse. Et là aussi, il y a aujourd'hui tout un chapitre de traitement des lésions silencieuses. Si vous faites toujours rien, alors là, vous passez dans les complications, dans celles d'aujourd'hui, myocardial angina, stroke, congestive cardiac failure, renal failure, peripheral arterial disease. Donc, c'est les complications de l'athérosclérose, n'est-ce pas, au niveau des coronaires, du cerveau, l'insuffisance cardiaque, le rein et les artères périphériques. Puis, c'est les événements cardiovasculaires fatals et non fatals.
jusqu'à la mort. Donc, pour arrêter donc, ce cercle, hein, c'est pour ça qu'il faut agir dès le début, d'où l'intérêt des mesures de santé publique. Donc il faut une approche populationnelle basée sur la protection des jeunes consommateurs, l'activité physique, l'éducation sanitaire. Et vous voyez ici, par exemple, que les déterminants lointains des maladies cardiovasculaires, hein, de l'AVC, de l'insuffisance cardiaque, de l'infarctus, quelqu'un disait, un grand monsieur de la prévention, disait, si j'ai un budget pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, je le donnerai à l'éducation et pas à la santé. C'est pour dire aussi que c'est surtout un problème d'éducation. Hein, et nous disons souvent que pour lutter contre les complications cardiovasculaires, il vaut mieux construire un stade qu'une polyclinique. Parce qu'il faut encourager le sport. Et là, on peut parler pendant des heures sur la prévention et son rôle dans la diminution des complications cardiovasculaires, parmi lesquelles le syndrome coronaire aigu. Et voici donc un mémo simple que nous donnons souvent, donc, qu'on peut, pour dire qu'il faut agir sur les déterminants lointains et encourager les mesures de santé publique. Zéro tabac, 5 fruits et légumes par jour, peu de sel et marcher 30 minutes par jour. Voilà ce qu'on peut conseiller pour le public. Donc, en conclusion, on peut dire que les principaux objectifs de la prise en charge du syndrome coronaire aigu, donc, vous avez, comme vous l'avez vu, nous avons deux types de SCA, le SCA plus où il faut déboucher l'artère et le SCA moins où il faut éviter à l'artère qu'elle ne se bouche. Donc, dans toutes ces situations, les délais de prise en charge sont importants avec une médicalisation précoce, surtout de toute suspicion d'infarctus, réalisation d'un ECG qualifiant devant toute douleur thoracique, même toute douleur atypique, et l'orientation adaptée du syndrome coronaire aigu selon que vous êtes dans un centre qui dispose du CLKT ou pas. Donc, l'organisation, ça sous-entend donc l'organisation d'un réseau de prise en charge du SCA et la mise en place d'une filière de soins où chacun a un rôle déterminé et déterminant au niveau d'un territoire de santé, autour d'un plateau de cardiologie interventionnelle, avec un réseau de médecins urgentistes et de cardiologues qui collaborent étroitement. Donc, je termine par ce schéma que vous pouvez regarder quand vous aurez le temps, ou qui résume un petit peu cet algorithme, qui résume de façon exhaustive la prise en charge du syndrome coronaire aigu. Et je vous remercie pour votre attention.